Extrait de Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Je t'apporte ici, Guillaumet, le témoignage de mes souvenirs. Tu avais disparu depuis 50 heures, en hiver, au cours d'une traversée des Andes. Rentrant du fond de la Patagonie, je rejoignis le pilote de lait à Mendoza. L'un et l'autre, 5 jours durant, nous fouillâmes en avion cet amoncellement de nuages, mais sans rien découvrir. Nos 2 appareils ne suffisaient guère. Il nous semblait que 100 escadrilles, naviguant pendant 100 années, n'eussent pas achevé d'explorer cet énorme massif, dont les crêtes s'élèvent jusqu'à 7000 mètres. Nous avions perdu tout espoir. Les contrebandiers même, des bandits qui, là-bas, osent un crime pour 5 francs, nous refusaient d'aventurer sur les contreforts de la montagne des caravanes de secours. Nous y risquerions notre vie, nous disaient-ils. Les Andes en hiver ne rendent point les hommes. Lorsque Delay ou moi atterrissions à Santiago, les officiers chiliens, eux aussi, nous conseillaient de suspendre nos explorations. C'est l'hiver. Votre camarade, si même il a survécu à la chute, n'a pas survécu à la nuit. La nuit, là-haut, quand elle passe sur l'homme, elle le change en glace. Et lorsque de nouveau je me glissais entre les murs et les piliers géants des Andes, il me semblait non plus te rechercher, mais veiller ton corps, en silence, dans une cathédrale de neige. Enfin, au cours du 7e jour, tandis que je déjeunais entre 2 traversées dans un restaurant de Mendoza, un homme poussa la porte et cria « Oh, peu de choses !»« Guillaumet, vivant !» Et tous les inconnus qui se trouvaient là s'embrassèrent. 10 minutes plus tard, j'avais décollé, ayant chargé à bord 2 mécaniciens, Lefebvre et Abré. 40 minutes plus tard, j'avais atterri le long d'une route, ayant reconnu à je ne sais quoi la voiture qui t'emportait je ne sais où, du côté de San Rafael. Ce fut une belle rencontre. Nous pleurions tous, et nous t'écrasions dans nos bras, vivant, ressuscité, auteur de ton propre miracle. C'est alors que tu exprimas, et ce fut ta première phrase intelligible, un admirable orgueil d'homme. Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Boxeur vainqueur, mais marqué par des grands coups reçus, tu revivais ton étrange aventure, et tu t'en délivrais par bribes. Et je t'apercevais au cours de ton récit nocturne, marchant, sans piolet, sans corde, sans vivre, escaladant des cols de 4500 mètres, ou progressant le long des parois verticales, saignant des pieds, des genoux et des mains, par 40 degrés de froid, vidé peu à peu de ton sang, de tes forces, de ta raison, tu avançais, avec un entêtement de fourmi, revenant sur tes pas pour contourner l'obstacle, te relevant après les chutes, ou remontant celles des pentes qui n'aboutissaient qu'à l'abîme, ne t'accordant enfin aucun repos, car tu ne te serais pas relevé du lit de neige. Et en effet, quand tu glissais, tu devais te redresser vite, afin de n'être point changé en pierre. Le froid te pétrifiait de seconde en seconde, et pour avoir goûté après la chute 1 minute de repos de trop, tu devais faire jouer pour te relever des muscles morts. Tu résistais aux tentations. Dans la neige, me disais-tu, on perd tout instinct de conservation. Après 2, 3, 4 jours de marche, on ne souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais. Mais je me disais, ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi, et je suis un salaud si je ne marche pas. Ce qui sauve, c'est de faire un pas, encore un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence. Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Cette phrase, la plus noble que je connaisse, cette phrase qui situe l'homme, qui l'honore, qui rétablit les hiérarchies vraies, me revenait à la mémoire. Tu t'endormais enfin, ta conscience était abolie, mais de ce corps démantelé, fripé, brûlé, elle allait renaître au réveil, et de nouveau le dominer. Le corps, alors, n'est plus qu'un bon outil. Le corps n'est plus qu'un serviteur. Dans la chambre de Mendoza où je te veillais, tu t'endormais enfin d'un sommeil essoufflé. Et je pensais, si on lui parlait de son courage, Guillaumet hausserait les épaules. Mais on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre.
S'il hausse les épaules, c'est par sagesse. Il sait qu'une fois pris dans l'événement, les hommes ne s'en effraient plus. Seul l'inconnu épouvante les hommes. Mais pour quiconque l'affronte, il n'est plus déjà l'inconnu. Surtout si on l'observe avec cette gravité lucide. Le courage de Guillaumet, avant tout, est un effet de sa droiture. Sa véritable qualité n'est point là. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier et des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf, là-bas, chez les vivants, à quoi il doit participer. Responsable un peu du destin des hommes, dans la mesure de son travail. Il fait partie des êtres larges, qui acceptent de couvrir de larges horizons de leur feuillage. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. On veut confondre de tels hommes avec les toréadors ou les joueurs. On vante leur mépris de la mort, mais je me moque bien du mépris de la mort, s'il ne tire pas ses racines d'une responsabilité acceptée. Il n'est que signe de pauvreté ou d'excès de jeunesse. J'ai connu un suicidé jeune. Je ne sais plus quel chagrin d'amour l'avait poussé à se tirer soigneusement une balle dans le cœur. Je ne sais à quelle tentation littéraire il avait cédé en habillant ses mains de gants blancs, mais je me souviens d'avoir ressenti en face de cette triste parade une impression non de noblesse mais de misère. Ainsi, derrière ce visage aimable, sous ce crâne d'homme, il n'y avait rien eu, rien, sinon l'image de quelque sotte petite fille semblable à d'autres. Face à cette destinée maigre, je me rappelais une vraie mort d'homme, celle d'un jardinier, qui me disait « Vous savez, parfois je suais quand je bêchais. Mon rhumatisme me tirait la jambe et je pestais contre cet esclavage. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais bêcher, bêcher dans la terre. Bêcher, ça me paraît tellement beau. On est tellement libre quand on bêche. Et puis, qui va tailler aussi mes arbres ?» Il laissait une terre en friche, il laissait une planète en friche. Il était lié d'amour à toutes les terres et à tous les arbres de la terre. C'était lui, le généreux, le prodigue, le grand seigneur. C'était lui, comme Guillaumet, l'homme courageux, quand il luttait au nom de sa création contre la mort.